on sabre la bouteille de champagne, on arrive aux 1000 adhérents et quelques jours après, Covid. En fait, je faisais moins 3000, moins 4000 tous les mois. J'avais pas de trésor. J'ai dû injecter en perso plusieurs reprises. Et donc, je me suis dit, écoute, je vais aller droit dans le redressement judiciaire. Il y a un moment précis où tu as senti que ça a basculé enfin en ta faveur? Ouais, quand tu commences à faire déjà 3000 euros de plus tous les mois sur ta trésorerie, ça change tout dans la gestion. C'est beaucoup plus facile. Allez Seb, fonce, on y va. Allez, salut Fabien, Salut va Seb, ouais, ça va, et toi? Ouais. Bon, tu nous dis que tu as un rendez-vous dans 1h15, il va falloir qu'on soit Ouais, il va falloir qu'on soit efficace sur ce sujet. Sur le premier épisode, tu nous as dit que pour la première fois que tu venais de traverser une période de redressement judiciaire de 12 mois, exactement. Tu l'avais jamais dit à personne et on s'est dit ça serait bien de faire un podcast sur ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qui, post-Covid, a touché énormément de gérants de clubs en France et que on n'en parle pas assez. Donc aujourd'hui, je vais te poser pas mal de questions sur comment tu as vécu ton redressement judiciaire, à quel moment tu as senti que ça allait être compliqué, est-ce que le redressement judiciaire t'a aidé, est-ce que tu as terminé avec ton redressement judiciaire? Voilà, toutes ces questions qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Allez, je vais me livrer, on va essayer d'être tout à fait transparent. Et écoute, ouais, complètement. Podcast numéro 2 de redressement judiciaire à club rentable. Quelles ont été les étapes? Et écoute, je t'écoute Seb avec grand plaisir, si ça peut aider, avec plaisir. Alors, tu te souviens de la date du redressement, de l'ouverture du redressement ou pas? Alors oui, c'était le 18 décembre 2023. Juste avant les fêtes. Juste avant les fêtes, nickel. Mais moi, en fait, ce que je me souviens, c'est que oui, tu étais rentré en redressement judiciaire ce 18 décembre-là, mais les difficultés étaient arrivées bien avant. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer ton vécu, comment toi tu vois pourquoi il y a eu ce redressement judiciaire, pourquoi ça a été au final inévitable en fait? Ok. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, donc moi ça fait 12 ans que j'ai mon club de fitness, mais j'ai eu l'opportunité à un moment donné d'acheter un nouveau local et donc de délocaliser pour avoir cette nouvelle adresse. Et du coup, nouveaux investissements, j'ai investi 400 000 euros, je me suis endetté de 400 000 euros aux banques, j'ai acheté ce bâtiment, je fais les travaux et je me retrouve à lancer un club sans trésorerie. Et je pars sur 1 an de développement de mon activité. Je passe de 400 adhérents à 1000 adhérents en l'espace de 12 mois. Et en fait, c'est en quelle année? Ça, c'était 2019. Début 2019? Ouais. Ouais, ok. Et donc, du coup, je lance à fond. Donc, ça marche super bien. Je passe de 400 à 1000 adhérents. Sauf qu'il me fallait 1000 adhérents pour toucher mon seuil de renta et enfin commencer à constituer une trésorerie de sécurité. Le problème, c'est qu'on sabre la bouteille de champagne, on arrive aux 1000 adhérents et quelques jours après, Covid. Fermeture administrative des clubs. Je ne sais pas trop comment ça va se passer à ce moment-là. On essaie de trouver des solutions avec le réseau pour gérer les crises en interne. Mais voilà. Passé la crise, donc déjà pendant cette période de Covid, on a eu les aides de l'État qui m'ont permis de tenir. Mais bon, quand on a réouvert, en fait, je me suis retrouvé avec un club qui était redescendu à 400 adhérents. Donc tu fais moins 600 adhérents. La période Covid a commencé du coup janvier 2020. Ouais. Enfin, on commençait à avoir les premiers cas en France en janvier 2020. Et donc il y a les premières fermetures. Et donc, première fermeture administrative, tu fais moins 600 adhérents. Ouais, c'est ça. De 1000 à 400. En fait, à l'issue des deux fermetures, de la longue période de fermeture, je réouvre avec 400 adhérents. Zéro trésorerie, 400 adhérents. Et là, je vais voir mes banques, je demande le PGE, tout le monde l'a demandé. Et les banques ne me suivent pas. Ils m'ont dit, écoutez, monsieur Abadi, vous venez nous demander tant en dette. Aujourd'hui, on ne peut pas vous suivre sur le PGE.
Et donc, ben, moi, en fait, un petit peu bête, j'ai accepté, en fait. Alors que après coup, on m'a conseillé, on m'a dit en fait, tu aurais dû aller plus loin. En fait, je sais plus comment ils s'appellent, comment des médiateurs, je crois, qui nous permettent en fait de pouvoir pousser des sujets au niveau des banques pour les faire passer. Oui, parce on va venir après, mais ça t'a été un peu reproché lors de ton premier passage devant le tribunal de En commerce, plus, ouais. où ils prenaient pas conscience que tu n'avais pas obtenu ce PGE, quoi. Tout à fait. Donc du coup, ben, en fait, au final, parce qu'on ira dans les détails après, parce que je pense que c'est intéressant pour tout le monde, au final, je me retrouve à relancer mon club avec 400 adhérents, zéro en trésorerie et des charges fixes bien plus hautes enfin des charges bien plus hautes que ce que j'avais en chiffre d'affaires, quoi. Tu te souviens combien vous étiez dans l'équipe à ce moment-là? Alors, on était dans l'équipe, on devait être 8 ou 9. 8, mais Ouais. tu n'avais pas encore switché sur la structure Non. coach auto-entrepreneur J'avais à pas temps switché sur. partiel. Non, pas du tout. Ouais. Ouais, j'étais encore sur mes anciennes formules. Et d'ailleurs, c'est Oui. pour ça que le redressement judiciaire, pour moi, m'a été un accélérateur parce que j'ai dû trouver des solutions très rapidement. Ok. Oui, donc du coup, là, tu as toutes tes équipes au complète en CDI, tu tombes à 400 adhérents. Ouais. Et ouais. Est-ce que tu te souviens à quel moment tu t'es dit, waouh, Là, ça va être chaud. Là, c'est quand même critique. Ouais. En fait, je faisais moins de 3000, moins 4000 tous les mois. J'avais pas de trésor. J'ai dû injecter en perso plusieurs reprises. Et au bout d'un moment, je me suis dit, merde, il va falloir arrêter d'injecter en perso. Et donc, je me suis dit, écoute, je vais aller droit dans le redressement judiciaire. Je l'ai vu arriver parce que de toute façon, je savais que j'ai cumulé de la dette URSSAF. J'ai payé mes employés, mais j'ai cumulé de la dette URSSAF parce que du coup, au lieu de rembourser un PGE, au lieu d'avoir de l'argent et rembourser un PGE, bah, aujourd'hui, je me retrouve à manquer d'argent parce que j'ai pas ce PGE. Donc du coup, bah, c'est l'URSSAF qui a chargé, quoi. T'avais que l'URSSAF en retard? De gros, j'avais que l'URSSAF. Ouais. Ok. Après, tout ce qui était moins de 500 euros, tout ça, j'y reviendrai après parce qu'il y a un sujet sur ça, d'être en dessous de 500 euros. J'en avais pas. Donc, c'était surtout l'URSSAF. Il y avait un peu de TVA, mais que j'ai récupéré rapidement. Voilà. Donc, je savais que j'allais arriver à un moment donné en redressement judiciaire. Donc, j'ai dû anticiper. À ce moment-là, j'ai décidé de prendre clairement la réalité en face et de me dire, bon, là, dans 4-5 mois, tu seras en redressement judiciaire. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire déjà pour anticiper ce moment douloureux ? Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des décisions très difficiles pour un entrepreneur, surtout dans des clubs humains comme les nôtres. On recrute avec un vrai pourquoi et on recrute des personnes avec qui on crée des vrais liens. Donc, du coup, ça a été difficile, mais j'ai dû me séparer de mon équipe commerciale. Donc, une personne qui vendait super bien, j'ai dû m'en séparer. Et ma manager, parce qu'elle était, c'était elle qui était payée le plus. Donc voilà, donc ça a été très difficile. Tu te souviens les économies que ça a fait? Là on parle de manière rude, hein, parce Ouais, que ouais. faut savoir que quand on contextualise, Ouais. dans ces moments-là, c'est marche ou crève, hein, clairement. Hein. T'as pas le choix. En fait, tu te dis, si tu prends pas ces décisions maintenant, tout va s'effondrer. Et si ça s'effondre, derrière, tu t'endettes sur des dizaines d'années en titre perso. Enfin, tu penses à tes enfants, tu penses à tout ça. Tu dis non, il faut prendre une décision de suite. Surtout que la structure, elle peut disparaître. Complètement. Et donc, du coup, je me retrouve à faire à peu près 3-4 000 euros d'économie grâce à ces licenciements. Licenciement économique qui est une aberration. Hein. Sincèrement, en France, tu fais des licenciements économiques et ça te coûte énormément d'argent, en fait. Donc, c'était des ruptures conventionnelles. Ah oui, c'est ça. Je voulais faire des licenciements économiques et au final, ça me coûtait trop d'argent. Donc, j'ai dû prendre le temps avec mes employés de leur expliquer que ce n'était pas possible. Donc, on a trouvé un juste milieu qui leur permettait d'avoir le chômage derrière grâce à une rupture conventionnelle. Ouais. Et tout Comment ça s'est passé le jour où tu leur as annoncé que... Je pense qu'il avait un peu anticipé parce que du coup, je les ai convoqués au bureau. Ils ont vu la situation du club. J'avais commencé, avant même d'aller jusqu'au licenciement, à resserrer un petit peu les dépenses. Donc, tout ce qui était petites dépenses, tout ça, j'avais resserré. J'avais commencé à manager mes équipes, à faire attention à tout ce qui était dépenses électriques. Je me souviens, c'était le ventilateur de la salle de bike pour faire ventiler l'espace que je disais, voilà, vous les coupez plus tôt. Le chauffage, tant pis s'il fait un peu froid. Et voilà, donc ils l'ont senti arriver. Et puis moi, j'étais assez transparent avec l'équipe en leur expliquant quand même que la situation était compliquée.
post-Covid. Et en plus de ça, je me suis retrouvé avec un de mes coachs qui a ouvert un club juste en face de chez moi, enfin à 1 kilomètre de chez moi, et qui est parti avec une bonne partie de ma clientèle. Donc coup pour coup, là ça a été compliqué au niveau psychologique. Voilà, donc c'était un petit peu cette phase-là de avant période de redressement judiciaire où j'ai dû anticiper en maîtrisant des charges fixes, mais aussi en faisant des licenciements dans mon équipe. Voilà. Oui, enfin, ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est que moi, je me souviens qu'à l'époque, enfin, aujourd'hui encore, hein, dans tous tes projets, l'humain est au centre de ton mindset, en fait, parce que tu estimes que tu grandiras par toi-même si tu arrives à faire grandir les autres. Et la belle histoire, c'est que ta manager que tu as dû licencier juste avant cette période de redressement judiciaire, aujourd'hui, c'est cette personne-là qui s'occupe d'appeler les gérants de clubs indépendants au sein du réseau pour leur présenter Réseau Fit, quoi. Donc, tout à fait, Aurélie, aujourd'hui, c'est la responsable développement chez Réseau Fit et c'est elle qui, en fait, présélectionne les gérants dans l'intégration au réseau. Donc, en fait, c'est vrai que du coup, nos chemins se sont recroisés. Après, quand tu as des éléments très, très bons comme ça, c'est difficile de t'en séparer. Des fois, tu n'as pas le choix. C'est des décisions de chef d'entreprise qui sont douloureuses. Mais c'est vrai que du coup, j'ai eu la chance de pouvoir, avec toi, la recruter ensuite dans le réseau. C'est génial parce que l'aventure est belle, quoi, au final. Ouais. Moi, je me souviens de cette période-là où il me semble que c'était Bastien, non, qui t'avait dit là, il faut Ouais, il me semble licencier. que notre expert comptable, en effet, a été de bons conseils à ce moment-là aussi. Il nous a dit, écoute, là, si tu continues comme ça, tu n'arriveras pas à redresser la barre. Donc, du coup, on a dû prendre ces décisions. Et donc, je me suis retrouvé, pour répondre à ta question d'avant, dans ce bureau avec mon équipe que je devais licencier, en leur expliquant concrètement la situation. C'est des moments difficiles. Hein. Voilà, Les des deux fois... personnes, tu les... Non, séparément. Séparément. Séparément, ouais, bien sûr. Et donc, je leur explique et ils l'ont tout à fait compris. Tu aurais un conseil à donner à des gérants qui doivent se faire face à cette situation Ouais, je pense qu'il faut, il faut être courageux face à ces situations. C'est des situations difficiles. Il y a des moments hauts et des moments bas dans la vie de chef d'entreprise. Ces moments bas, il faut savoir les gérer. Et moi, je pense, mais c'est ma perception à moi, que pour les gérer au mieux, il faut être fidèle à soi-même, humainement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu y vas avec une bonne intention, ça va se ressentir. Je pense que tous les messages que tu dois faire passer, plus ou moins douloureux, passent plus ou moins bien en fonction de l'intention que tu mets derrière. Pour moi, l'intention fait toute la différence dans l'intonation. Il y a tout qui suit suite à une intonation. Ok, merci Fab. Du coup, donc tu avais quand même un peu anticipé cette ouverture de redressement judiciaire. Ouais. Parce que couper des salariés durant un redressement judiciaire, il faut savoir que c'est encore beaucoup plus compliqué que le faire en amont. Donc là, tu avais anticipé ça. Et donc, ça, tu l'avais dit, ça m'avait permis de pouvoir aller au tribunal en indiquant que j'avais déjà mis... tu avais déjà pris des décisions pour essayer de redresser la barre. Ouais, j'avais commencé à flécher un petit peu la rentabilité du club sur les prochains mois et l'impact était immédiat parce qu'en fait, quand tu licencies, le premier mois, tu as des frais de licenciement, mais ensuite, derrière, de suite, ça fait respirer le club. J'avais aussi mis en place d'autres économies. Je me souviens de 2 grosses économies. La première, c'était le marketing digital et la seconde, c'était la partie entretien des locaux. Donc, au niveau du marketing digital, j'ai pris la décision immédiatement de stopper en fait, cette partie-là d'acquisition. Ça t'a fait une économie de combien en fait, ça me coûtait environ 1 500 € par mois. Ok. C'est incroyable. Et en fait, j'ai transformé ça avec une autre stratégie de parrainage. C'est de là où est sortie la stratégie de parrainage. Aujourd'hui, je suis passé de 1 500 € par mois à 40 € par trimestre sur l'acquisition. Tu as fait les 2 extrêmes ah ouais, complètement. De A à Z. Complètement. Et je me suis dit, je vais chercher des adhérents grâce à mes adhérents actuels, en transformant nos adhérents en ambassadeur du club, en prescripteur du club. Et j'avais plus le choix. Donc, en fait, j'ai dû le mettre en place et il fallait que ça marche. Deuxième coupe que j'ai faite, c'est la partie entretien des locaux. En fait, j'avais une entreprise que j'ai du coup arrêtée. Ça a coûté quand même pas mal d'argent. Je me souviens plus, mais peut-être entre 6 et 800 € par mois.
Et j'ai décidé du coup de réorganiser les plannings de mon équipe pour que dans leur planning, sur des temps plateaux ou sur des temps accueil, chacun avait sa propre mission. Ça a été laborieux, franchement, parce qu'il faut suivre les équipes, savoir si ça a été fait, bien fait, etc. J'ai au fil du temps compris qu'il y avait des petites choses qu'il fallait maîtriser quand tu gérais ça en interne. Par exemple, il fallait mettre souvent une zone par personne pour que la personne s'habitue à la zone et gagne en efficacité au fil du temps plutôt qu'elle touche à tout. Mais ça, au démarrage, je ne le savais pas. Donc, voilà, j'ai perdu du temps, mais ça m'a surtout fait faire des économies d'argent immédiatement, quoi. Ok. Là, tu te payais plus, toi, là? Non, je ne me payais plus. Non, bien sûr. Et aussi, dernier pôle d'économie, je suis donc propriétaire des murs. J'ai baissé le loyer. Du local, donc ce qui m'a fait économiser environ 2 000 € de plus par mois. Donc voilà, tout cumulé de et suite. tu arrivais quand même à rembourser ton crédit sur les murs sur ton c'est ça. société? Exactement. J'ai décidé du coup de me mettre pile à la limite de ce que je pouvais pour justement rembourser mes crédits quand même. Ok, donc étape 1, ça a été on coupe tous les robinets. Ouais, complètement. Ok. Et là, tu es toujours à 400 adhérents. Là, non, là, tu es plutôt sur une partie où... Je suis en progression. Ok. Je suis en progression, mais j'ai une période d'accélération sur la progression qui va arriver juste après. Donc là, je maîtrise les dépenses. 2, je commence à travailler sur les 5 piliers de la réussite d'un club grâce au réseau. Clairement, moi, le réseau m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que dans le réseau, on a décelé 5 piliers qui font que si tu les maîtrises en termes de KPI, avec des métriques claires, le club, il ne peut pas ne pas évoluer. Donc, en fait, j'ai travaillé en profondeur sur tous ces sujets. D'ailleurs, quand j'en ai parlé aux juges lors de mon passage aux audiences, ça a fait mouche, quoi, parce qu'ils ont compris que je ne voulais pas juste arriver avec quelque chose de positif de manière superficielle, mais je voulais, en plus de la maîtrise des charges, travailler en profondeur sur tous les sous-sujets, en fait, tous les KPI clés qui feront qu'en fait, la réussite serait pérenne dans le temps. Voilà, donc j'ai travaillé sur ces 5 piliers. Ok, c'est bien que tu fasses la transition sur le process, en gros, avec, tu parles de juges, je me souviens qu'il y avait des représentants, des créanciers, etc. Tu peux nous rappeler comment ça s'est passé Combien de fois tu as dû aller au tribunal la première fois que tu y as été, comment tu as ressenti ça Alors, tu t'en souviens? Ouais, complètement. Alors du coup, donc je suis convoqué à... déjà, on a un rendez-vous chez le mandataire. Ok. Un mandataire qui donc est là pour t'accompagner. A priori, il y a des bons mandataires, je dis bons dans le sens bienveillant et d'autres moins bienveillants. Bon, moi, je suis tombé sur quelqu'un de très bienveillant, donc c'est vraiment une chance. Et donc, l'idée, c'est que cette personne-là vient nous accompagner, nous aiguiller, nous expliquer comment ça va se dérouler et même nous conseiller pour pouvoir arriver devant le juge, on va dire, avec quelque chose d'assez solide. Voilà. Pour rappel, 25% des entreprises qui seulement sortent du redressement judiciaire. Donc en fait, cette personne-là est quand même importante. Donc ça, c'est le premier point. Elle va nous demander tout plein de documents. Ça prend du temps. Heureusement qu'Anaïs m'a beaucoup aidé sur le sujet. On a dû recueillir plein d'informations. On a dû demander des soldes intermédiaires de gestion, c'est ça, à l'expert comptable. Oui, en plus, ce qui est paradoxal avec ce genre de procédure, c'est des frais. Voilà, c'est des moments où tu cherches à réduire tes frais fortement. Et quand tu as les procédures qui commencent à ouvrir, que tu commences à devoir apporter des documents, donc là tu parles de solde intermédiaire de gestion, mais je crois qu'il y avait aussi des prévisionnels. Prévisionnels aussi, oui. Là tu fais appel à un expert comptable qui va te faire une mission complémentaire. C'est tout ce que tu n'as pas, du temps et de l'argent. Ouais. En fait, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc du coup, voilà, on fait ce premier rendez-vous, elle nous explique comment ça va se passer. Et en parallèle de ça, moi j'ai eu la chance dans le réseau de travailler avec Maxence, qui propose la solution Prévibiz. Et en fait, lui, il m'a accompagné aussi en parallèle. Il m'a bien accompagné. En fait, ce qu'il a fait, et c'est hyper pertinent, c'est qu'il m'a déjà expliqué une chose. Il m'a dit, plutôt que d'attendre de voir les résultats de ton bilan dans X mois, regardons ce qui se passe au mois le mois et quelle incidence ça va avoir sur ton bilan. C'est comme si j'avais une lecture tous les mois de l'impact de toutes mes décisions sur mon bilan en fin d'année. Et ça a été franchement
pour moi, hyper rassurant. Parce Ça, que tu l'avais mis en place avant ton premier rendez-vous ouais, ça s'est fait avant le premier rendez-vous. Tout s'est fait un peu avant, en fait. D'accord, Ouais, ok. ouais. Mais, Oui, donc, oui, tu fais ce rendez-vous avec Maxence, donc là, tu as ton volume de chiffre d'affaires, tu peux anticiper un peu ce qui va se passer sur les mois suivants, et tu as listé toutes tes charges, combien ça te coûte tous les mois, etc. etc. ouais, c'est ça. Voilà. Donc, avec Maxence, j'avais une vision très claire de mes chiffres et de l'impact financier. Je voyais du coup clairement ce qui allait arriver en fin d'année. Et avec la mandataire, je listais tout ce que je devais en dette. Et au moins comme ça, et puis je pouvais aussi, elle me demandait d'avoir tel prévisionnel, etc., pour que le jour où on arrive devant les juges, on soit carré. Oui. Donc, je me retrouve quelques mois après devant cette première audience. Donc, en fait, c'est simple. Là, tu as une salle d'attente, tu as une feuille avec toutes les entreprises qui sont en redressement judiciaire et tu vois en fait à quel numéro tu vas passer ton passage. C'est un peu impersonnel. Enfin, je trouve que c'est pas top. Bref, t'attends. Tu retrouves ta mandataire qui s'est mis en tenue officielle, noire, là, tu sais, c'est tenue officielle. Et tu rentres du coup dans ce lieu qui est en gros comme un amphithéâtre, quoi. Tu vois, c'est une salle de jugement, je sais pas trop comment on appelle ça. Et donc, en face de toi, Ben, ils sont tous assis. Ouais. Tu as qui? Tu as la mandataire, le juge. Alors, j'arrive, j'étais rentré avec Anaïs cette première fois. Donc, ils sont tous devant nous. Donc, clairement, je me souviens plus les titres qu'ils ont tous, mais il y a plusieurs juges, quoi, en gros. Oui, tu dois avoir le représentant des créanciers. Ouais, certainement. Alors oui, sur ma gauche, en gros, il y a le représentant des créanciers et il y a aussi mon mandataire qui est là. Ok. Donc j'ai les deux. Mandataire qui vient appuyer mon dossier et de l'autre côté, il y a le créancier qui... voilà. Oui, parce que le représentant des créanciers, en fait, ce qu'il va faire, c'est que il va, lorsqu'on ouvre, lorsqu'il y a le jugement d'ouverture qui se fait, c'est publié officiellement dans des journaux officiels, etc. Et donc là, il y a toutes les entreprises à qui le Fitness Club 4 étoiles devait de l'argent, qui doivent se manifester auprès de ce représentant des créanciers, qui doivent dire, écoutez, ben moi, Fitness Club 4 étoiles me doit, je sais pas, 2500 € de factures impayées. Et donc ça vient s'alimenter dans cette liste. Donc, et le représentant des créanciers, son rôle, c'est de faire en sorte que ces créanciers récupèrent un maximum de fonds sur les prochaines années. C'est exactement ça. Alors, juste, j'ai un doute et je m'en excuse. Je ne sais plus si sur ce premier rendez-vous, j'avais mon mandataire ou pas. Je pense que j'avais que le représentant des créanciers, que le mandataire est arrivé après. Après, même le représentant des créanciers, il n'y était, était pas parce que... Ouais, il n'y était pas. Si, le représentant des créanciers était là la première fois, mais pas les suivantes. Okay. Et le mandataire était là par contre aux suivantes. Okay. Voilà. Donc moi, je me retrouve ici avec le gars qui me demande de l'argent et qui défend l'URSSAF et tout ça. Et en face de moi, j'ai 5 personnes qui sont là, droit, avec leur tenue, en train de nous juger, quoi. Et donc, en fait, moi, j'avais cette vision en fait, je vais rentrer dans un endroit où on va essayer de m'accompagner à sortir la tête de l'eau. Tu vois ? Direct, tu viens de le dire, là. Tu as dit, je vais me faire juger. Ouais, ben en fait, ça a été très compliqué parce qu'en fait, tu sors de là, tu as l'impression d'avoir fait un crime, quoi. Mais vraiment, en fait, on te juge, clairement. C'est comment ça se fait que vous n'avez pas payé ça. En gros, c'est quoi, vraiment. Et juste pour ceux qui, si jamais il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui malheureusement vont être amenés à vivre cette expérience, qui a du positif malgré tout. C'est du négatif, mais comme tous les coups durs, hein, franchement, c'est ça de construire à l'intérieur. Bon, je vais pas dire si vous avez la chance de vivre ça, mais presque, quoi. Ne vous asseyez pas. Moi, j'ai fait l'erreur de demander si je pouvais m'asseoir. En fait, non, hein, tu restes debout. Eux, ils sont assis, mais toi, tu restes debout. Et voilà, bon bref, c'était la petite anecdote. Ne vous asseyez pas et demandez pas si vous avez le droit de vous asseoir, vous restez debout. Voilà, donc en gros... C'était rapide ce premier... Parce que, ça a duré 15 minutes à peu près. Ouais, c'est là qu'ils vont décider en fait si c'est sauvegarde... Exactement, c'est ça. Sauvegarde, si c'est une procédure de sauvegarde qui est mise en place, si c'est un redressement judiciaire ou si on lance directement la liquidation. Tout à fait. La grosse différence entre la sauvegarde et le redressement, c'est que la société se situe en cessation de paiement ou pas. Il faut savoir que redressement judiciaire, c'est au moment où tu es plus en capacité de payer tes factures, clairement. Et en général, ils n'aiment pas ça parce que tu arrives trop tardivement.
en tant que chef d'entreprise, ils auraient préféré que tu viennes avant que tu sois dans cette situation-là. Ouais, que tu te mettes en redressement judiciaire ou en période de sauvegarde avant même d'arriver en cessation de paiement. Ouais. Après, moi, pour l'URSSAF, j'étais en cessation de paiement, où j'avais peut-être repris les paiements, en effet. J'avais repris les paiements, mais j'avais une dette antérieure que je ne pouvais pas résoudre, quoi. Voilà. Donc 15 minutes face à eux, où le créancier expose les dettes qu'on a. Et ensuite, la personne du milieu nous dit écoutez, qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur Abadi? Et donc là, moi, j'explique clairement la situation, le pourquoi, le contexte, et qu'est-ce que j'ai mis en place déjà pour anticiper ce moment-là, et quel est mon prévisionnel pour la suite, et comment je vais faire pour le tenir. Et c'est là, non, que tu as une discussion sur le PGE là, avec eux, non? Ou c'est après? Non, c'est à ce moment-là. Je leur ai expliqué que j'avais pas eu le droit au PGE. Et clairement, ils m'ont dit comment ça, c'était quelque chose qui était garanti par l'État, etc. Sauf qu'en fait, les banquiers, quand tu les as en face de toi, ils tiennent le discours qu'ils veulent avec l'autorité qu'ils ont. Des fois, comme moi, quand tu es un peu sous l'eau, tu passes et tu te fais avoir. Ok. Donc là, tu as la décision de suite après ou pas? Il me semble que oui. Ok. Il me semble tu as que la oui. décision et tu as du coup la fameuse période d'observation qui s'ouvre. Et c'est 6 mois d'observation. C'est ça. Et rendez-vous dans 6 mois pour faire un point, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est 6 mois d'observation. Et souvent, c'est 2 fois 6 mois. La plupart des entreprises, quasiment toutes. Et d'ailleurs, c'est presque un conseil parce qu'en fait, pendant cette période de redressement, tu gèles tous tes crédits, tu gèles pas mal de choses, ce qui fait que tu cumules, en fait, tu peux cumuler de la trésorerie si tu gères bien, ce qui fait que du coup, tu peux te renflouer un petit peu, te refaire un matelas de sécurité avant de relancer. Donc, moi, initialement, quand j'ai lancé, j'ai un peu l'ego qui parlait. Je me suis dit, dans 6 mois, je sors de là. Et en fait, au bout de 6 mois, je dis non, on va laisser 12 mois passer. Et comme ça, je vais ressortir avec une meilleure trésor. Et voilà, on va se refaire la cerise. Oui, tu as toutes tes dettes antérieures qui sont bloquées en date d'ouverture du RJ. Et en fait, ces dettes-là, elles vont rentrer dans le plan de redressement. Ouais. Et donc, du coup, toi, c'est ce qui s'est passé. Les créanciers ne pouvaient plus venir te relancer, te dire il faut que tu me payes cette facture. Toi, tu devais leur dire elle est rentrée dans le plan de redressement du redressement judiciaire. Complètement. Donc oui, c'est pour ça que ça donne une bouffée d'air frais. Mais c'est temporaire en vrai, parce que oui, tu as cette bouffée d'air frais, mais il faut aller mettre en place concrètement dans ton club les actions qui te permettront de redresser la barre, quoi. Aujourd'hui, si 75% des entreprises ne s'en sortent pas du redressement judiciaire, c'est justement parce qu'en fait, il faut mettre des actions en face. On n'a pas le choix et c'est bouchée double, quoi. Donc voilà, moi je suis sorti de là avec la ferme intention de tout péter. Puis moi je suis quelqu'un un petit peu comme ça. C'est-à-dire que quand on me prend un peu de haut ou qu'on me pousse un peu comme ça, je vais aller leur montrer que je vais gérer en face. J'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie. Bref, là le gars il me dit écoutez, de toute façon il va falloir que les chiffres soient meilleurs parce que sinon dans quelques mois quand on fera le point ça passera pas. Je suis sorti de là avec la ferme intention de tout péter, quoi. Et heureusement que j'avais encore une fois le réseau, parce que le réseau en fait au quotidien on bosse sur des piliers, mais tu sais, on bosse sur des piliers, mais on fait la différence quand on sait passer à l'action. Tout se fait dans l'exécution, quoi. Putain, à un moment donné, tu as des sujets hyper intéressants, prends-le, éclate-le, et ensuite passe à autre chose dans toutes les semaines, tous les 15 jours. Et en fait, souvent, moi, aujourd'hui, c'est ce que je vois chez les gérants que je rencontre, c'est que le gros problème, la grosse lacune qu'on a, c'est cette capacité d'être réactif, de passer à l'action, de tenir ses engagements. Je t'assure, vraiment, il y a un sujet là-dessus, quoi. Et moi, ça m'a sauvé dans mon redressement judiciaire, c'est de dire, écoute, il n'y a pas de secret. Tu vas te lever tôt le matin, tu vas bosser et tu vas redresser la barre, quoi. Ouais, c'est marrant parce que ça va être ma question. Comment as-tu réussi à garder un état d'esprit positif malgré les difficultés, surtout que tu as également la casquette de président du réseau. Ouais. Moi, je me souviens, ça faisait quand même goulot d'étranglement. Hein. Là, on en parle un peu. Ouais, avec du recul, un peu de prise de hauteur. Mais quand tu l'as sur les épaules, il faut le gérer, surtout quand tu es père de famille. Et surtout que ta situation n'était pas une situation isolée. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de clubs qui, sortis 2022, sortis post-Covid, se retrouvaient dans des situations
similaire à la tienne. Ouais, et alors tu vois, il y a eu un décalage parce que beaucoup ont eu le PGE quand même. Et en fait, la difficulté est venue après pour beaucoup d'entre eux parce que c'est au moment où ils ont dû rembourser les échéances du PGE où là, du coup, eux ont été en décalage. Donc en fait, en effet, beaucoup se retrouvent en redressement judiciaire. Beaucoup, malheureusement, vont pas réussir à s'en sortir. Ceux qui vont réussir à s'en sortir, pour moi, c'est ceux qui sauront se faire accompagner, être dans les bons groupes d'échange, pour se partager les bonnes idées et ceux qui vont garder la motivation parce que je pense que le burn-out, tout ça, tu y arrives quand tu perds la motivation. Tu vois, quand le matin, tu te lèves, tu dis putain, j'ai plus envie. Ça, c'est burn-out. Là, il n'y a plus de solution. Moi, j'ai pas eu ça. Je l'ai pas eu. J'ai eu des moments difficiles. Putain, c'est lourd quand tu passes un an avec cette épée de Damoclès sur la tête en disant bon, je bosse comme un con, mais pareil, demain, ça sera liquidation. C'est pas facile. Psychologiquement, c'est difficile. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est toujours avoir une roadmap avec des objectifs clairs. Parce que pour moi, c'est comme ça que tu préserves ta motivation. Je souris parce que tu anticipes mes questions et tout, et c'est génial. Donc, avoir une roadmap avec des objectifs clairs, pour moi, ça te permet de garder toujours des petites victoires tout au long de tes 12 mois de redressement ou de tes 6 mois de redressement. Dans tes routines, c'est quelque chose d'hyper important que toutes les actions que tu fasses, ce soient des actions concrètes, quoi, où tu as une prise de décision, où tu as un message pour ton équipe qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Mais complètement, c'est absolument prioritaire. Et j'irai même plus loin que ça. Tu peux pas le faire si tu pilotes pas par les chiffres. C'est infaisable. C'est-à-dire que si tu dis objectif, plus 200 adhérents actifs, ou objectif descendre en dessous des 3% de résiliation, ou objectif passer de 25 000 à 30 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe mensuelle, mais en fait, si tu n'as pas de KPI, tu ne peux pas le maîtriser. C'est impossible. Et en fait, le premier point, c'est OK, je me pose sur un tableau Excel ou Numbers et je me fais mes lignes, mes premières lignes. Quels objectifs je veux suivre ? Celui-là, 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 celui-là. Ensuite, je mets une période de temps. Et ensuite, je mets des actions en face. OK, pour tel KPI, quelles actions je mets en place ? Et une fois que les actions sont en place, je les délègue pour la plupart et je me mets des points sur mon agenda de contrôle. Parce que souvent, on met en place des choses et 2 mois après, on se retourne et putain, c'est pas ça la trappe. Donc là, point de contrôle, point de contrôle. Si c'est vraiment important que tu as vraiment pris une bonne après-midi sur une table et comme ça, à poser tous tes objectifs, si tu t'as bien fait ce travail-là, derrière, tu peux être certain que sur les 12 prochains mois, tu auras juste à les contrôler. Ouais, moi, je me souviens, tu cherchais ces créneaux temps où tu pouvais te focaliser là-dessus sans être perturbé par les arrivées extérieures et tout. Et je me demande, c'est pas à cette période-là que tu as commencé à te lever Non, c'était un peu avant. Je me souviens, tu m'avais conseillé ça à un moment donné. Oui, parce que... le matin, je me lève donc à 5 heures et je démarre le travail à 6 heures. Ce qui fait que le temps que mes enfants se lèvent, on déjeune à 7h45. Pendant 1h45, j'ai personne qui m'embête et je peux faire focus. Et toutes mes choses stratégiques se font à ce moment-là. Ce qui fait que quand je démarre ma journée, j'ai exactement ma roadmap. Le gérant, du coup, doit avoir ces temps importants où il n'a aucune perturbation extérieure, où il va se focaliser sur les actions je veux dire stratégiques, qui feront avancer son club, quoi. En fait, je pense qu'aujourd'hui, si on en arrive des fois, il y a des concours de circonstances qui font que, mais si on en arrive à un point où c'est difficile pour la boîte, c'est que peut-être il faut revoir son organisation personnelle. Et moi, c'est le conseil que je donnerais, c'est moi, j'ai tendance à me remettre toujours en question, sans cesse, j'adore. Et c'est comme ça que j'évolue. Et je pense que le fait d'avoir des temps stratégiques en tant que gérant, après ça peut être l'après-midi, quand c'est creux au club, on s'isole, on met quelqu'un à l'accueil et on va se mettre dans notre bulle et on avance sur des sujets importants. Mais faut-il encore savoir quels sont les sujets importants ? Parce que tu sais, des fois, tu as un petit peu le syndrome de la feuille blanche, tu te retrouves sur ton bureau, tu dis mais ok, mais je dois faire quoi ? Ouais. Et c'est là où le réseau m'a beaucoup aidé. Le réseau, c'est prioriser ses actions, comprendre là où il y a des points d'importance. Oui, ça t'a structuré. Mais complètement. Après, je bosse beaucoup pour faire évoluer le réseau aussi à titre personnel, mais le réseau m'apporte beaucoup aussi parce qu'en fait, j'ai mis plein de stratégies qui sont venues au réseau parce qu'il y a des gérants qui l'ont mis en place dans certaines villes et qui, à un moment donné, l'ont partagé. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu passes énormément de temps
entre les rendez-vous gérants, les coachings gérants, les rendez-vous partenaires, Ouais. tu peux te nourrir de tout cet écosystème, des bonnes pratiques, des choses qui n'ont pas fonctionné. Ouais. Et je pense que ça t'a vachement servi dans... Complètement. Et tu vois, et vice-versa, c'est-à-dire que le redressement judiciaire me sert aussi aujourd'hui à comprendre les clubs en Ah difficulté. bah oui. Parce que aujourd'hui, moi, les difficultés de gérant, je les ai vécues, vraiment. Donc, je sais que c'est réalisable de passer de moins 4 000 de trésor à plus 5 000 tous les mois. Je sais qu'il y a des sujets clés qui font la différence du jour au lendemain quand tu les mets en place. Et voilà, moi, mon métier, quand on démarre dans le réseau, c'est de faire en sorte que les gérants puissent directement avoir accès à ça, pour pas perdre de temps. Voilà. Je sais pas si tu te souviens, on a été au Z Project en décembre, là. Et il y avait Caroline Receveur qui faisait une conférence, justement. Et moi, j'ai été étonné du choix de ce qu'elle disait. Elle parlait quand même devant 4000 personnes. Et elle, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a vécu des moments limite en burn-out. Et elle parlait de santé mentale du dirigeant. Ouais. Et qu'à des périodes, c'était hyper compliqué pour elle et qu'il fallait qu'elle prenne du recul. Ouais. Et elle disait aussi que le sport l'avait quand même aidé Ouais. à se reconstruire. Ouais, je suis d'accord. En fait, je pense que le burn-out, en fait, il y en a beaucoup qui le vivent sans le savoir. Et en fait, c'est difficile quand tu es père de famille de devoir gérer toutes les sphères. Où, à un moment donné, tu dois couper du travail parce que tu as l'éducation des enfants à gérer. Et tu as encore le truc qui tourne dans ta tête ou le stress et de te dire, mais en fait, Fab, il faut que tu bosses parce que si tu bosses pas, tu vas peut-être pas t'en sortir et tu vas mettre en galère toute ta famille. Donc en fait, tout ça, c'est des stress. Et en fait, tout ça, c'est pas facile. Il faut l'arbitrer, se dire, bon, allez, j'essaye de cloisonner malgré tout, ou je fais l'effort de me lever un peu plus tôt le matin. T'arrivais à cloisonner, toi? Franchement, j'ai envie de dire oui, mais Anaïs dirait non. En fait, tu fais comme tu peux. Fais comme tu peux. Tu sais, l'instinct de survie, à un moment donné, tu fais comme tu peux. Tu sens que ça a pesé cette période sur ta famille? Ouais, je pense que c'est ouais, alors bon, j'ai quand même tu vois moi j'ai eu un papa qui travaillait de 8h à minuit du lundi au dimanche. Donc forcément quand je compare, je peux pas plaindre mes enfants non plus. Ouais, après vous avez la particularité, c'est que Anaïs est énormément investie, que ce soit dans le réseau ou au niveau du club. Donc elle aussi elle percevait tout ça. Bien sûr, bien sûr. Donc Non, mettre une frontière à la maison, ça devait être tellement compliqué. c'est difficile. Ouais, clairement, c'est difficile. Non, c'est très difficile. C'est un sujet important. Il y a deux choses. Pour moi, c'est comment tu gères ton planning et savoir s'y tenir, se dire, OK, je stoppe. Et parce qu'en fait, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que si tu arrives à stopper vraiment, le lendemain matin, quand tu vas reprendre au bureau, tu vas être beaucoup plus performant que si ton cerveau, il n'a pas arrêté de cogiter pour rien. Plus ou moins pour rien, parce que tu es entre là, les enfants, le repas, le ci, le ça. Et à un bout d'un moment, il faut couper. Est-ce que tu pensais vendre le club? Est-ce que tu pensais laisser tomber, jeter l'éponge un mois? Non, je me suis dit non, on va tout donner jusqu'au bout. Non, je me suis dit on va aller au bout du redressement judiciaire. Il y avait des périodes quand même où tu disais que tu en avais plein le derrière quand même. Ah oui, mais clairement. Mais tu sais, entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a souvent un monde. Et moi, des fois, tu as besoin de te plaindre parce que tu as besoin d'aller choper de l'énergie. Tu disais aussi... Ah mais j'ai oublié ce que tu disais. Mais ouais, je voulais dire une deuxième partie, c'est qu'une fois que tu segmentes un peu ton planning et que tu prends conscience que des fois de couper, c'est mieux pour la productivité de ton entreprise, c'est de s'occuper de soi. Aller prendre 1 heure pour aller courir dans la nature ou dehors, c'est là où les meilleures idées viennent. Souvent, on le dit souvent, on va courir, on s'appelle tous les deux, on dit putain, j'ai une idée de ouf. Ouais, ben en fait, parce que juste à un moment donné, tu es parti courir et tu t'es libéré le crâne, quoi. Ben ça, c'est important et je pense que c'est ce qui permet aussi d'éviter le burn-out. Donc voilà, prendre du temps pour soi, essayer de bien manger, tu vois, de bien dormir. C'est con, hein, mais c'est tellement important. Surtout dans ces moments-là où tu as envie de te perdre dans le travail, il faut mettre des carcans un peu comme ça. Je me souviens, tu disais, je mets tellement d'énergie dans ce club, j'ai tellement mis d'argent aussi que je peux pas m'asseoir dessus, je peux pas arrêter, ça serait trop dommage, quoi. Ouais, d'autant plus que si tu reprends un peu le contexte de mon historique, en fait, moi j'ai passé 5 ans au tout démarrage avec mon premier club à galérer.
c'est de là où est né le réseau et cette envie de croiser les informations. Et j'ai trouvé quelque chose qui faisait que ça marchait super bien dans le club. C'est pour ça que je suis passé de 400 à 1000 adhérents. Donc en fait, j'avais déjà vu que c'était réalisable de gagner de l'argent avec un club de fitness et de vivre de sa passion. Donc quand tu vis ensuite cette difficulté du redressement judiciaire, tu sais que si tu trouves les bonnes solutions à nouveau, tu vas t'en sortir. Donc en fait, je l'avais déjà vécu et donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que... Oui, mais tu l'avais vécu, mais tu n'avais pas une famille. Ouais. Tu n'avais pas 3 enfants, une femme derrière. C'est vrai. C'est vrai. Y a-t-il eu des personnes ou des ressources qui t'ont particulièrement aidé ou des personnes qui t'ont particulièrement soutenu durant cette période? Ouais, ben, je dirais Anaïs en premier, qui a été là du début à la fin. Après, ben, forcément, ma famille, mes amis ont été derrière moi. C'est quelque chose que j'ai décidé de ne pas dire à mes adhérents parce que j'avais peur qu'ils voyaient une sorte de fragilité pour le club et que ça puisse les effrayer à s'inscrire. Mais c'est pas qu'aux adhérents que tu l'as pas dit. Il y a Ouais. très peu de monde qui était au courant Ouais, tout à fait. de ça. Mais même dans le réseau, parce qu'au final, je préférais vivre mon expérience à fond pour en ressortir des leçons et pouvoir les exprimer ensuite comme ça en podcast à tout le monde pour que ça aide tout le monde, plutôt que de créer de la peur ou de la crainte vis-à-vis des gérants du réseau, qui est un réseau où on se tire vers le haut. Bon, ben voilà, j'ai pris cette décision de ne pas en parler et d'en parler une fois sorti. Voilà. Après, en personnes qui m'ont aidé, je pense à mon expert comptable, forcément, qui m'a bien aiguillé. Je pense à Maxence aussi, qui m'a aiguillé aussi sur la partie pilotage par les chiffres. Et ensuite, j'ai eu forcément tous les échanges tout au long de l'année avec le réseau et mon équipe qui ont bien compris les enjeux, qui se sont donnés à fond. Certains m'ont foutu à l'envers, ils en ont profité pour me mettre un coup de pied dans le cul, ou un coup d'épée dans le dos. Au moins, tu sais que c'était pas les bonnes personnes. Exactement, et aujourd'hui, je travaille plus avec eux. Donc du coup, voilà, ça... tu vois, j'ai eu quand même pas mal de soutien dans ces moments un peu compliqués. Je dois en oublier certains, mais globalement, ouais. Donc là, t'as l'ouverture du jugement, t'as ces 6 premiers mois-là. Tu te souviens un peu de ce qui s'est passé durant ces 6 premiers mois? Ouais, simple. J'ai mis en place, j'ai expliqué tout ça à mon équipe. J'ai fait une réunion d'équipe où je leur expliquais les enjeux. J'ai fait en parallèle de ça un tableau Numbers où j'ai mis tous mes objectifs KPI et j'ai mis en place une liste de 1 à 2 actions par KPI pour les maîtriser. Et j'ai commencé par prioriser sur la KPI qui me semblait être la moins bonne. Aujourd'hui, tout ça s'est professionnalisé dans le réseau et c'est beaucoup plus construit que ce que j'ai fait là à ce moment-là. Mais à ce moment-là, c'est ce que j'ai fait. Et moi, tous les mois, j'avais juste à regarder chaque ligne si ça évolue ou pas. Et du coup, ça a évolué. Et quand je suis arrivé 6 mois après devant le jugement, qui était donc cette période où en gros, c'est soit on liquide, soit je te donne 6 mois de plus, soit on met en place le plan de redressement et étalé sur les prochaines années. À ce moment-là, j'ai pu leur sortir des chiffres en disant regardez ce qu'on a fait, la promesse que j'avais faite il y a quelques mois, voilà les résultats qui étaient tenus et quel est l'objectif pour les 6 prochains mois. Du coup, ça a mis de la confiance auprès des personnes du jury. Ils ont validé, ils m'ont ouvert 6 mois supplémentaires. J'ai continué exactement dans la même lancée, avec mes mêmes tableaux, même fédération de mon équipe. J'en ai toujours pas parlé à mes adhérents. Et en fait, c'est tout. Pendant les 12 mois, voilà ce qui s'est passé. C'est passé très vite. J'ai coupé tous les robinets, j'ai fait aucun investissement supplémentaire. Et 12 mois après, donc le 18 décembre 2024, je me retrouve devant les jurys. Pour l'anecdote, je devais y aller avec Anaïs. Elle voulait vraiment être avec moi. Elle n'a pas réussi à trouver une place de parking. On s'est emmerdé. Ça avait changé de local au dernier moment. J'arrive à la dernière minute, Seb. Je monte les escaliers en courant. Tu sais, ils te font passer le sac dans les trucs pour voir si t'as pas de flingue et tout ça. Et j'arrive et 1 minute après, ils ouvrent la porte. Il dit Monsieur Abadi, Fitness Club 4 étoiles. Ok. Il n'y a pas Naïs, je suis rentré. Et là, je me suis fait un plaisir de donner tous les points de détail que j'avais mis en place. Mais vraiment, quoi.
C'était un exposé des clés de réussite d'un club de fitness. C'était un exposé du secteur d'activité, mais vraiment. Hein. Ouais. Et j'ai adoré ce moment-là. Je leur ai parlé des indépendants, de qui on était, du pourquoi on faisait ce métier-là, du réseau qu'il y avait derrière nous, qui grandissait, qui à ce moment-là était presque à 200 clubs face aux gros industriels. Voilà, je leur expliquais de l'impact pour les humains, quoi, d'avoir des clubs de qualité qui tiennent la route dans le temps. J'ai parlé de tout ça. Et en fait, là, Ouais, et en plus, je pense que tes réflexions sur l'offre, c'était sur le deuxième semestre 2024. Donc, tu es arrivé ce jour-là en expliquant que tu allais encore mieux travailler ta fidélisation, que tu voulais que tes adhérents aient vraiment un service au top du top. ouais, j'ai dit, on a maîtrisé les charges. Et j'avais mon mandataire qui l'expliquait à côté. 2, on a maîtrisé les 5 piliers de la réussite avec les KPI clés. Évolution du chiffre d'affaires de manière tangible, qu'on voit que ça bouge. Là, tu gagnais de l'argent, là? Là, je gagne de l'argent, ouais. Ça fait déjà quelques mois que mon club était passé à plus 3, plus 4 000 tous les mois en trésorerie. Et tu pouvais... et ça suffisait pour rembourser ton Ouais, ton parce plan? que mon plan, c'est 20 000 euros annuels. Donc, en gros, c'est un peu moins de 2 000 euros par mois. Ok. Voilà. Et donc, 1, maîtrise des charges. 2, maîtrise des KPI clés pour avoir quelque chose qui dure dans le temps et pas quelque chose de superficiel. Et 3, petit bonus. En plus de ça, là, je vous ai déjà montré que ça allait tenir. Mais en plus de ça, je mets en place quelque chose qui permet d'optimiser la valeur de l'offre. Et en janvier, on déploie des nouvelles formules qui devraient encore booster tout le prévisionnel que je vous montre devant. Et donc, à ce moment-là, ils ont fait un tour où chacun, ils ont posé des questions. Il y en a un qui m'a posé une question piège. Ah, je l'ai plus là de tête. Je l'ai plus. Il m'a posé une question piège. Bon, j'ai réussi à y répondre, tant mieux. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui est sur le côté là et qui dit c'est ok, en gros, on accepte le plan de redressement. Et donc, du coup, voilà, ça a été accepté. Tu te rends compte de ton évolution sur ces 18 derniers mois dans ton approche dans ton approche de voir le club de fitness, de prendre du recul sur la gestion de ton planning, sur la gestion de tes nouvelles offres, sur l'accompagnement que tu peux avoir auprès des gérants? Cette prise de conscience, elle a été plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été tellement loin que on a même revu un petit peu l'angle d'approche du réseau. Le réseau, c'est un réseau qui est hyper horizontal, où en fait, on est là pour partager nos expériences et tirer le meilleur des l'un et des autres. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a tellement travaillé sur tellement de sujets hyper importants et clés, et qu'on a vu l'impact sur les clubs, qu'on a décidé du coup d'avoir aussi, en plus, une petite approche verticale, où on va donner des conseils très clairs, très précis. Parce que quand tu es gérant, même si tu as un groupe génial autour de toi qui te donne des super astuces, à un moment donné, des fois, tu as besoin d'avoir des choses clés en main qui, quand tu les mets en place, paf, tu vois l'impact, tu vois les courbes changer. Et aussi, on avait une clarté sur en fait, sur la vision d'ensemble du club qu'on voulait montrer à tout le monde. Parce que quand tu comprends comment fonctionne un club, c'est plus facile après pour mettre en place les actions, pour rester motivé, pour maîtriser contrôler ses équipes, etc. Donc c'est pour ça que tout ce travail-là, finalement, sur ces 18 derniers mois, ça a même changé un petit peu l'angle d'approche du réseau, avec une nouvelle approche un petit peu verticale pour justement faire gagner du temps aux gérants et être un petit peu apporteur de certains conseils. Et du coup, tu arriverais là à identifier vraiment 2 décisions qui ont été clés dans ce redressement? Alors oui, j'en vois 2. Je vais pas réfléchir plus parce que pour moi, c'est ça là le plus important. C'est 1, piloter par les chiffres. Premier point. Si tu n'as pas ça, tu peux pas maîtriser quoi que ce soit. Avoir des KPI clés. Et je dirais en 2, savoir maîtriser ses dépenses et sa trésorerie. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un de beaucoup moins dépensier. Chaque dépense, je la calcule. Et j'adore regarder ma trésorerie évoluer de mois en mois en plus. Donc j'adore ça. Donc en fait, faire des dépenses aujourd'hui, je fais attention. Et avant, j'étais plutôt dans une approche un petit peu engagée, un petit peu à accélérer fort, etc. Aujourd'hui, je préfère aller moins vite, mais être serein. Voilà, je me suis un peu brûlé les ailes. Et donc voilà, ce qui est ressorti de tout ça, pour moi, c'est ça. Voilà. Il y a un moment précis où tu as senti que ça a basculé enfin
en ta faveur? Ouais, quand tu commences à faire déjà 3 000 € de plus tous les mois sur ta trésorerie, Et, c'est ce moment-là où tu dis ah putain, ça fait du bien parce que tu sais, quand tu es en galère financière, tu passes beaucoup de temps à savoir qui tu vas payer en premier et te mettre des rappels sur est-ce que c'est payé, est-ce que je peux payer ou est-ce que j'envoie un mail pour dire je suis ça, désolé. c'est une perte de temps. Et d'énergie, si tu savais. Ah ouais, ouais. Incroyable. Donc, c'est pour ça que quand tu rentres dans le réseau, le premier travail, c'est revaloriser ton offre. Parce que si tu vends au bon prix, derrière, ta trésorerie, elle explose direct. En 3 mois, il y a tout qui change. Ben ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, je vais en parler là juste après parce que on a mis en place de nouvelles offres. Ça fait 1 mois et demi maintenant. J'ai un retour d'expérience à partager, hyper important. Et donc, du coup, quand tu commences tous les mois à gagner de l'argent, ça change tout dans la gestion. C'est beaucoup plus facile. Tu as même une innovation qui arrive sur le secteur d'activité. Tu peux l'acheter. Tu peux la déployer. Tu vois, ça change tout, en fait. Ça change tout. Moi, je pense qu'il y a quand même une donnée, c'est que tu as réussi à augmenter ton chiffre d'affaires et tu as quand même maîtrisé une charge qui est quand même importante, c'est la masse salariale. Et celle-là, tu as continué à... En fait, tu as fait la même chose avec moins de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et la création de valeur, elle est décuplée, quoi. ouais, et pour ça, il faut être productif, il faut que les équipes soient motivées, des systèmes de primes. J'ai mis en place pour mes coachs une stratégie hybride dont David Hurst m'a partagé, qui est assez populaire dans certains pays. Comme la Nouvelle-Zélande par exemple, où en fait moi j'ai proposé à mes coachs de passer en mi-temps et que le reste du temps ils étaient auto-entrepreneurs à leur compte et qu'ils puissent développer leur coaching, leur personal training dans le club. Et en fait, si tu les accompagnes bien, parce que la clé c'est ça, comme tu le disais tout à l'heure, je pense que réussir soi-même c'est faire réussir les autres. Tu peux pas réussir si tu fais pas réussir les autres. Créer de la valeur, c'est essentiel. Donc aujourd'hui, moi, je répète, mes coachs, j'en ai pas un qui gagne moins de 3 000 € par mois. C'est beaucoup d'argent. Ils travaillent pas 35 heures par semaine. Attention au seuil de TVA qui pointe le bout du nez. Ouais. Ça a été le sujet de la semaine. Exact. Ça a été un sujet aussi, Damien Jacquard qui nous a demandé notre point de vue, parce que pour, en gros, l'Union Sport et Cycle, eux, ils expliquent que c'est défavorable. Le fait que tu aies des auto-entrepreneurs qui ne soient pas assujettis à TVA, c'est défavorable par rapport à une structure d'un club de fitness qui, elle, est assujettie à TVA. Et donc, dans ce sens-là, c'était justifié de rabaisser les seuils. Mais en fait, au vu de l'actualité politique, économique, etc., c'est plus une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc, là, on est content. Ils ont fait volte-face. Prenant le temps de bien faire les choses, mais du coup ces seuils de TVA pour le moment ils restent les mêmes. Après ça risquera d'évoluer, mais au moins on pourra les anticiper, ça se fera pas en 1 mois. Alors juste petite parenthèse, en fait on est tellement dans l'envie de donner de la valeur, du partager, etc., que forcément on peut même désaxer du podcast, mais que tu as totalement raison Seb, c'est un sujet essentiel. Du coup pour maîtriser mes dépenses sur cette partie redressement judiciaire, donc j'ai décidé de faire passer mes coachs de 35 heures à 20 heures déjà et de les lancer en PT. Et on s'était donné un objectif. Dès lors où tu atteindrais tel chiffre d'affaires pour toi, je te proposerai de baisser ton nombre d'heures au club. Je pourrais donc employer une nouvelle personne et toi, tu auras plus de temps pour faire du PT. Et donc, je me suis constitué mon équipe comme ça, ce qui fait que du coup, j'ai baissé aussi mes charges sociales, baissé mes charges aussi au niveau de mes coachs, quoi. Et qui dit baisser les charges? Parce qu'il y a la baisse des charges sociales, mais il y a aussi la baisse du risque que demain, ton coach il commence à se mettre en arrêt maladie. Bien sûr. Quand tu dois remplacer 5 heures, c'est pas pareil que quand tu dois remplacer 35 heures. Quoi. Complètement. C'est un vrai sujet. En vrai, la gestion des contrats des coachs, c'est un vrai sujet. Il y a des gérants qui vont défendre le temps plein. Je le respecte complètement pour plein de raisons. Je vais dans leur sens aussi. De fédérer une équipe quand tu l'as en 35 heures, de pouvoir passer des valeurs, etc. Des fois, c'est peut-être plus simple. Il y a aussi les temps hors cours collectif, par exemple, pour ceux qui font des cours collectifs. Par exemple, sur le plateau ou le suivi des programmes, il faut avoir aussi du temps présence de ces coachs. Si tu les as en 20 heures versus 35, si tu veux aussi maîtriser ton onboarding derrière, faire des suivis, etc., il y a des sujets dans tout ça. Tout s'arbitre. Mais en tout cas, à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé sur la maîtrise de mes dépenses. Ok, 24 décembre 2023, ouverture du redressement judiciaire. 1 an plus tard. 18.
Ouais. Le 18 décembre 2024, ça y est, t'apprends que tu es Ouais, alors, tiré d'affaire, ouais, entre guillemets, parce que tu as ton plan de redressement. Comment ça se qui se passe lance. maintenant? Ok, C'est à partir de quand tu dois commencer à rembourser? ok. Alors, j'ai été conseillé par ma mandataire de décaler ma dette, mon paiement, mon premier paiement de 12 mois. Ce qui fait que du coup, mon premier paiement arrivera au 18 décembre 2025. Ouais, ok. Voilà, donc nous, c'est ce qu'on a décidé de faire, alors que j'avais déjà la trésorerie pour payer ces 20 000 euros maintenant. Mais on a décidé de le faire comme ça. Voilà, donc c'est un conseil qu'on m'a Et, donné et que j'ai suivi. et en plus, en termes de trésor, tu as aussi une grosse échéance qui se termine fin d'année, il me semble. Ouais, un leasing, ouais, Donc, tu as tout qui va se débloquer à ce moment-là. ouais, Donc, complètement. janvier 2026, en termes d'augmentation de trésor, si tu arrives à garder ce cap-là, Tout à fait. notamment avec tes nouvelles offres, Ouais. ton club peut être une machine à cash, clairement. Ouais, clairement, je pense qu'aujourd'hui, on a un club qui marche très bien. Tu sais, quand j'ai été champion du monde, je regardais en arrière, je me disais, en fait, ça aurait presque pas pu être autrement. Je me suis tellement entraîné. Je pense que là, aujourd'hui, le club, il en est là parce qu'on s'est donné les moyens d'y être, quoi, tu vois. C'est pas vrai que quand tu rentres dans le réseau, du jour au lendemain, ton club, il explose. C'est pas vrai. En fait, il faut mettre de l'énergie. Le tout, c'est de le mettre au bon endroit avec les bonnes personnes pour gagner du temps. Et moi, aujourd'hui, je sais que j'étais bien entouré, j'avais le bon groupe autour de moi et que je suis passé à l'action. Donc voilà. Avec le recul, en fait, quelles sont les leçons les plus importantes que tu as tirées de cette expérience? Est-ce que ça a changé aussi ta vision en tant que gérant de club? Un, ne pas faire confiance aux banquiers. Si, pas faire confiance aux banquiers, je suis désolé. À un moment donné, quand ton banquier, qui est ton conseiller, te dit « je vous prête pas le PGE », alors qu'il me met du coup en détresse du coup derrière, un, ne pas faire confiance aux banquiers. Euh, Deux, la plus grande leçon que je tire, c'est que rien n'est jamais acquis. Je pense qu'aujourd'hui, on refait un podcast dans un an, les choses évolueront encore. Donc, toujours se remettre en question, être toujours en quête d'apprendre plus, toujours être humble. Parce que je pense que les choses, quand on les voit fragiles, elles tiennent plus longtemps. C'est comme le vase que tu veux pas casser, tu vas y faire attention. Et voilà, alors que les choses que tu prêtes pas attention, ça casse parce que tu crois que c'est acquis. C'est quand tu dis, ben voilà, moi je gagne temps, je fais ci, je fais ça, ça tient pas dans le temps. Donc la grande leçon, c'est plutôt une leçon de vie sur l'état d'esprit face aux choses. Tout tient si tu y mets de l'énergie, quoi. Mais il faut toujours y mettre de l'énergie, je pense. Qu'est-ce que tu dirais à un gérant aujourd'hui qui est dans une situation compliquée et similaire? Ce que je dirais, c'est déjà de se dire qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation, que c'est pas grave, qu'il faut regarder les choses bien en face, se poser peut-être une demi-journée déjà pour regarder et faire le point sur... Parce que tu sais, des fois, tu veux occulter un petit peu tout ça, tu te dis mais non, ça va aller, tu veux pas regarder les problèmes en face. Le premier truc, ce serait de les regarder vraiment en face et de se rendre compte du coup qu'il y a des possibilités de sortie. Et ensuite, mettre en place un tableau pour suivre ces indicateurs et du coup voir là où, en fait, soulever un peu le capot et voir là où il y a des problèmes. Voilà, une fois que tu as ça, je dirais aussi répondre à tous ceux envers qui tu as des dettes, leur envoyer un petit mail, leur expliquer qu'on le sait, qu'on est en train de se poser dessus et qu'on va essayer de trouver des solutions dans les prochaines semaines. Tu vois, ça permet de mettre un petit peu d'air sur tout ça. Et ensuite, je pense qu'il faut le dire à ces équipes pour leur faire prendre conscience qu'il va falloir mettre un coup de collier et que voilà, on a quelques mois à serrer un peu la ceinture, mais qu'on va s'en sortir. Et voilà, mes conseils seraient là. Je pense que ça peut être aussi intéressant d'en parler ouvertement avec son expert comptable et de lui poser la question, est-ce que ça serait pas judicieux peut-être avant d'en arriver à des cessations de paiement, est-ce que ça serait pas judicieux d'ouvrir des procédures de sauvegarde? Ouais. Je pense que ça serait pas mal. C'est vrai. Moi j'aime bien l'idée de se poser. Je rajouterais, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir à 18 mois dans quelle situation j'aimerais être. Quelle est ma situation idéale, celle qui me permettrait de me sentir bien. Et ensuite, de réfléchir à toutes les petites actions qui me permettront d'aller chercher cette situation idéale. Ouais. Alors, ça semble quand même
abstrait, mais c'est toujours pareil. Ça va être, ok, là je vois que j'ai quand même, je pose ma KPI Taux de résiliation. de taux de résiliation, ok, elle est quand même élevée. Comment je fais en sorte que je diminue ce taux de résiliation? Comment mes adhérents, je fais en sorte que mes adhérents restent d'une année sur l'autre? Rien que ça, déjà, ça... Et le tout, c'est de ne pas essayer de trouver 3 leviers. T'en prends un. Ouais. Tu prends un et tu vas au bout. Oui. Et une fois que tu as été au bout, que c'est processisé, contrôlé, tu passes à un second. Et pour moi, il n'y a que ça, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on est tellement à tout faire, à tout gérer, que tu vas essayer de tout mettre en place. Et en fait, ça te stresse, parce que tu te dis, mais je ne vais pas penser à tout, je ne vais pas y arriver. Puis même, tu sais, personnellement, tu te dis, putain, je touche à tout, mais je fais vraiment rien jusqu'au bout. Non, en fait, c'est point par point. Tu fais un point, tu vas au bout, et ensuite, tu glisses sur un autre sujet. Et je pense que c'est comme ça que tu peux vraiment construire quelque chose de solide et de durable. Et après, au niveau de la charge mentale, je dirais ne pas hésiter à prendre du recul, à en parler, à oser dire. Des fois, là c'est dur, mais il faut que je mette ça en place. L'indépendant, enfin moi ça fait maintenant 3 ans que je suis dans le milieu du fitness, et je trouve quand même que l'indépendant a ce côté seul, à rester dans son coin. Et je trouve que, je vais dire que c'est une erreur, parce qu'il y a tellement à obtenir des personnes avec qui on échange. C'est peut-être une discussion. Moi, ce que j'aime dire, c'est une petite discussion avec un autre gérant pourra peut-être vous débloquer pour des dizaines d'années. Donc, moi, je dirais partager. Yes. Tu voulais faire un point, oui, il faut qu'on fasse un point. Ouais. C'est parce qu'il y a maintenant 1 mois et demi, tu as lancé ta nouvelle offre quand même. Exact. Là, tu es sorti du redressement judiciaire, ça y est, c'est derrière. Tu as ta nouvelle offre. Peux-tu nous faire un premier retour sur ce mois? Okay. 1 mois et demi, ça fait Ouais, ça fait 1 mois et demi. Je vais vous faire un retour sur le mois de janvier, parce que du coup, c'est un mois complet maintenant. Donc, moi, alors, pour contextualiser, sur le podcast précédent, on a partagé une stratégie de l'offre qui doit me faire gagner 50 000 € de plus à la fin de l'année. C'est une stratégie de l'offre qui s'oriente vers des formules avec accompagnement et qui me permet d'augmenter de 25 à 50 € mon panier moyen en fonction des formules d'abonnement. Je te coupe juste. Est-ce que durant tes périodes d'observation, tu avais déjà fait une augmentation de tarifs ou pas? Non. Tu étais resté au même tarif post-Covid, quoi. Ouais. Ok, très bien. J'étais à 49,99 et là aujourd'hui je suis passé à 50, 75, 100 et 125. Mais la 50 je la propose plus. Bref, vous pouvez regarder le podcast précédent. Retournez voir l'épisode. Bon, aujourd'hui concrètement, résultat, j'ai fait 60 rendez-vous sur le mois de janvier. Petite ville à 14 000 habitants. Sur les 60 rendez-vous, 46 ont signé. Sur les 40, donc taux de transformation 76,7%. On a sur les 46 consignés, 34 qui se sont engagés sur 12 mois, c'est-à-dire 80% qui se sont engagés sur 12 mois, alors que l'année dernière, j'étais autour des 46% d'engagés sur 12 mois. Et on se retrouve avec un panier moyen du premier mois. Donc quand je dis panier moyen, je vais être clair, c'est le pack démarrage plus le paiement du premier mois. C'est ce qui te paye le jour où ils s'inscrivent. L'année dernière, j'étais à 3 200 € sur le mois. Et ce mois-ci, je suis à 8 415 €. Donc, en fait, j'ai fait un gap juste sur le pack démarrage et le premier mois de près de 5 000 €. Juste avec ces nouvelles stratégies. Sans compter que, forcément, j'ai vendu 19 abonnements avec une formule supérieure avec accompagnement. Donc, des formules à 75, 100 ou 125 €, j'en ai vendu 19 sur les 34. Ce qui fait que les mois prochains et les mois qui suivront, je vais avoir du coup une augmentation du panier moyen qui va augmenter mon chiffre d'affaires de manière récurrente sur les prochains mois. Et tout ça avec les mêmes ressources humaines. Tout pareil. Donc, c'est faisable. Complètement, c'est tout pareil. Et pour ceux qui veulent essayer de mettre en place quelque chose comme ça, je vous invite vraiment à regarder le podcast numéro 1 si vous ne l'avez pas fait. Je pense que ça serait bien qu'on essaie de leur préparer une petite vidéo où on te suit sur une journée pour expliquer comment tu suis ton planning, comment tu vas regarder tes chiffres, etc. Je pense que ça pourrait énormément... Avec grand plaisir. Ça devrait plaire. Yes.
Super. Bon, eh ben, je pense qu'on arrive à la fin de ce sujet. En tout J'espère cas, que ça aura plu à tout le monde. félicitations Fabien. 18 mois assez compliqué, tu as remonté la pente. Franchement, moi je l'ai vu parce on se côtoie au quotidien et tu jamais lâché. Tu étais toujours dans la prise de décision, dans l'action. Je sais que ça a été difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, tu as mis tout en place dans ton club. Et je pense sincèrement que la réussite, c'est indéniable. Tu vas l'atteindre, en fait. Quand tu mets les bonnes choses en place et que tu es flexible et rapide sur s'il y a un truc qui ne va pas, je change assez rapidement. Pour moi, tu vas tout exploser. Un gérant indépendant peut s'en sortir seul. Le tout, c'est qu'il sache s'organiser, organiser son planning, prioriser ses tâches et prendre de la hauteur sur ses choix stratégiques et enfin manager et contrôler ses équipes sans cesse pour piloter. En fait, c'est ça les clés. Là où nous, on gagne du temps quand tu fais partie d'un gros groupement, c'est que du coup, tu sais quelles actions prioriser. Tu as déjà des standards mis en place pour gagner du temps et tu peux poser des questions tout le temps. Donc voilà, c'est juste un accélérateur. Mais en tant qu'indépendant, tu peux largement t'en sortir seul. Surtout que pour moi, un indépendant, c'est quelqu'un de très résilient. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est juste qu'il faut qu'on lui donne les clés pour qu'il réussisse vraiment. Et pour ça, il faut s'extraire un petit peu de l'opérationnel. C'est très difficile. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais décidé de stopper des heures de coaching pour pouvoir me mettre au bureau pendant 1 heure. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire la rentabilité sur mon club à l'époque, avant Covid. Donc voilà, pour moi, c'est ça les clés. Et le problème, c'est qu'on est un peu dans quelque chose où en fait, au quotidien, on est sans cesse pris par « je dois faire ce cours, je dois nettoyer ça, je dois gérer ça, je dois telle crise, ça, tel. » Et en fait, c'est ça que c'est compliqué. Il faut que chaque jour, on puisse se dire « Ok, pendant 1 heure, je bosse sur mon entreprise. » Et pour moi, c'est la clé. Et comment je crée de la valeur. Et comment je crée de la valeur. Je crée de la valeur pour moi. Ben, super. Prochain sujet, prochain podcast, la fidélisation. On a reçu Johan, donc n'hésitez pas à activer tout ce qui est cloche et tout ça, vous abonner sur YouTube. Ouais, si ça vous plaît, hein, sinon ne le faites pas. La première vidéo, franchement, on était super contents. On a eu des vues, on ne s'attendait pas à ça. Plus de 110 heures d'écoute et de vues. Mais l'important, c'est que ça percute, que ça aide les gérants, c'est la priorité. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, si vous avez des problématiques. Nous, c'est avec grand plaisir qu'on vous aidera et qu'on essaiera de vous débloquer. Merci beaucoup Fabien, merci à tout le monde. Tu veux dire un dernier mot ? Non, merci. Travaillez bien, bon courage et puis à bientôt sur le prochain podcast. Allez, à bientôt tout le monde, merci. Au revoir.